Pendant 18 mois, comme nouveau leader, j'ai sacrifié mon sommeil, mes relations, ma santé, parce que je croyais que c'était ça, le vrai leadership. Et puis, mon équipe s'est effondrée avec moi. Voilà ce qu'un de mes clients m'a confié récemment, et puis on a travaillé ensemble sur son leadership. Depuis, il a découvert quelque chose d'important que l'industrie du leadership ne dit jamais. Bienvenue dans la systémique du bonheur, ici Samir et Julien. Julien, tu commences fort avec ton histoire. Ouais, en fait, je voulais pas perdre de temps parce que qu'on va décortiquer aujourd'hui, c'est vraiment un truc qui change tout. Alors voilà, ce qui t'attend dans cet épisode, à la fin, tu vas comprendre pourquoi le bonheur des leaders prédit leur performance mieux que l'extraversion. Et on parle de données sur 25 études combinées, pas de citation Instagram et pas de psychologie de Exact. comptoir. Exact. Tu vas aussi découvrir comment ton humeur se propage littéralement dans ton organisation via ce qu'on appelle les neurones miroirs. Et ça, c'est de la biologie pure, c'est pas du feel good. Et on va te partager aussi les 4 piliers du bonheur selon Arthur Brooks de Harvard. C'est des trucs que tu peux intégrer dès demain matin si tu veux. Parce que voici la question qui tue. Pourquoi les leaders les plus dévoués, tu sais, ceux qui sacrifient tout, finissent souvent épuisés et inefficaces? Et surtout, pourquoi les données scientifiques nous montrent exactement l'inverse de ce que l'industrie du leadership nous vend depuis des décennies. Reste avec nous, ça va être intense. Bon Julien, tu as ouvert l'épisode avec cette histoire qui est assez brutale. Est-ce que tu peux nous raconter ce qui s'est réellement passé pendant ces 18 mois? Ouais, alors, en fait, si tu veux, mon client avait pris la direction d'une équipe. Et il était convaincu que pour être un bon leader, il fallait se sacrifier. Genre dormir 5 heures par nuit, il fallait sauter des repas, annuler ses plans personnels, pas prendre de vacances. Et il se disait vraiment, c'est ça le vrai dévouement, c'est ce que mon équipe attend. Ouais, en gros, tu es en train de nous parler du mythe du sacrifice héroïque, c'est ça? Absolument, la grosse mythe qui est dans le placard. Alors, en Mhm. fait, c'est que après quelques mois, il a commencé à remarquer des trucs vraiment bizarres. En fait, il était constamment fatigué, il était irritable, et son équipe, en vrai, elle commençait à montrer des signes de désengagement. Tu sais, on est parti de gens qui étaient ultra motivés au départ et qui sont devenus de plus en plus silencieux et sur la défensive. Ok, et pour lui, du coup, c'était quoi le problème? Honnêtement, il pensait qu'il n'était pas assez engagé. Et en fait, c'est plutôt ironique parce que il a poussé encore plus. Il a fait plus de réunions, il a mis plus de pression, il a poussé à faire plus d'heures. Et un jour, il y a tout qui s'est littéralement effondré. En fait, son directeur financier a fait un burn-out. 3 personnes clés de son équipe ont démissionné la même semaine. Et lui, il s'est retrouvé aux urgences à 3 heures du mat avec ce qu'il pensait être une crise cardiaque. Ok, et du coup, c'était quoi en fait? Il faisait une crise d'anxiété massive. Et ce jour-là, dans cette salle d'urgence, il a décidé de commencer à travailler en coaching avec moi. Et le truc, c'est que dès la deuxième session, il y a eu cette prise de conscience, alors qu'elle a été assez brutale. En fait, son sacrifice, c'était pas du courage, c'était de l'inconscience pure et dure. Et pire encore, son épuisement contaminait toute son organisation. C'est fort ce que tu me racontes là, parce que, en fait, le truc de dingue, c'est que cette histoire, elle résonne avec énormément de leaders. Et aussi beaucoup avec les leaders 2.0. Alors, tu sais, de l'ère d'Internet, là, avec tout ce qui est gourou de la productivité, etc., ou gourou du Mhm. leadership, où en Ouais. fait, on nous vend cette idée-là depuis le début, en fait, de nos carrières. Souffrance égale dévouement. Et c'est vrai que j'ai entendu encore il y a pas très longtemps un de ces gourous du net là, Mhm. enfin un gourou du leadership sur internet qui disait le mec en fait je ne fais que travailler. J'ai pas de vie sociale, j'ai pas d'amis, je vais pas au cinéma, j'ai pas de hobby. En fait ma vie c'est le travail. Ouais, et en fait, quand tu regardes LinkedIn, par exemple, combien de Mm. posts tu vois où les gens se vantent de dormir 4 heures par nuit, de travailler 80 heures par semaine, et on glorifie tout ça, en fait. On en fait des badges Ouais. d'honneur de on fait plein de trucs, on pousse plus loin, on prend pas soin de soi, et on produit, on produit, on produit, on produit. En gros c'est du hustle porn quoi. Ouais, c'est tout à C'est fait ça. ça, le hustle C'est porn. du hustle porn. Sauf que les données scientifiques, comme tu l'as évoqué tout à l'heure, elles nous montrent que c'est complètement à l'envers. Genre, pas juste un peu faux, c'est complètement inversé. Ouais. Ouais, en plus, tu sais, c'est vrai que là, par exemple, tu parlais du manque de sommeil et tout ça, de personnes qui disent, moi, je dors pas, je fais que travailler et tout, et je suis bien placé. Alors, moi, je dors pas,
beaucoup. C'est pas parce que je travaille toute la nuit. Ça, effectivement, ça C'est parce m'arrive que de. tu tournes à l'herbe à chat, c'est pour ça. C'est pour ça, effectivement, ouais. Et Mmh. c'est très mauvais pour le sommeil. Non, mais les gens vont croire que je prends vraiment de l'herbe. J'ai jamais fumé de ma vie, j'ai jamais rien pris, d'accord. Mais non, Tu fais ce que moi, tu veux, Samir, pas de jugement ici. mais je l'ai jamais fait. Donc, c'est bien aussi de remettre l'église au centre du village. De- voilà. Donc, juste, le truc, c'est que, bah, moi, effectivement, j'ai ce truc-là le soir. Moi, je m'évade beaucoup dans mes pensées, je réfléchis beaucoup. J'ai le cerveau qui tourne à fond les ballons, tu vois. Même si parfois ça m'arrive le soir d'avoir plein d'idées et je prends mon iPad et je vais commencer à noter parce que je rentre dans une créativité qui est quand même assez active. Mais tu vois, c'est pas genre le soir, je vais bosser parce que je dois bosser, tu vois. C'est juste, j'ai Mmh. une idée, je vais prendre mon iPad, je vais commencer à bosser, je vais réfléchir, je vais penser. Et c'est ce qui fait que parfois, en fait, je peux traîner la nuit. Et surtout que j'y vais très lentement, donc tu sais, 30 minutes, ça passe très très vite. Mais Mmh. je suis bien placé pour dire que le manque de sommeil, ça pique, tu vois. Et je le ressens le Mmh. lendemain. Je peux le ressentir sur mon stress, je peux le ressentir sur ma productivité. Maintenant que j'ai un enfant, bah parfois la frustration, elle peut monter très très vite quand je dors pas. Et Mmh. heureusement, bah depuis que j'ai ma fille, bah, en fait, je me rends compte encore plus de l'importance de, bah écoute Samir, stop, tu vas dormir, tu vas te reposer. Pourquoi? Parce que bah regarde, là il y a une personne qui est directement impactée. Donc voilà, donc maintenant je fais beaucoup plus attention à tout ça et je me rends compte, au plus on avance, au plus Mmh. mon temps de sommeil augmente, que bah, je suis beaucoup plus productif aussi. Donc vraiment, c'est ça aussi de comprendre, c'est que d'un côté, on te vend toutes ces espèces de d'idéaux de merde. Excuse-moi, faut le dire les choses telles quelles, hein, c'est de la merde en Ouais, ouais, boîte. on appelle un chat, Euh, hein, pas de voilà, problème. faut appeler un chat un chat. Et le truc, c'est que derrière, c'est ça qui est en train de flinguer ta productivité, qui est en train de flinguer ton leadership, qui est en train de flinguer en fait ta vie personnelle et professionnelle. Et en fait, derrière, après, tu te dis, mais d'où est-ce que ça vient? Et peut-être qu'après, tu vas blâmer le développement personnel, peut-être que tu vas blâmer le coaching, peut-être que tu vas blâmer la psychologie positive parce que tu fais des raccourcis qui sont pas bons. Parce que Mmh. peut-être que ces personnes, parfois, vont dire, bah, c'est de la psychologie positive, alors que c'est pas forcément le cas. Alors que non, le problème, c'est toi, c'est ton équilibre. Tu vois? Et Tout à peut-être fait. juste, avant de continuer, il y a une étude par rapport à ce que tu disais, Julien, Mmh. de l'université d'Oxford, avec plus de 700 participants qui ont Mmh. mesuré la productivité des employés heureux versus malheureux. Et en fait, le résultat, c'est que les employés heureux sont 13% plus productifs, Mmh. d'accord, que les employés malheureux. Et d'ailleurs, dans une autre étude de Warwick, ben en fait, il a été confirmé que c'est même plus 12% de performance quand un employé est heureux. Et là, toi qui m'écoutes, si parmi les personnes qui nous écoutent, il y a des anciens managers que j'ai eus là, d'accord, Mmh. prends-en plein la gueule, ok? Prends-en Voilà. de la graine. Mange-toi ça. Voilà. Non, parce que j'en ai connu des personnes comme ça qui pensent qu'en fait, c'est en mettant des coups de pression, c'est en, tu sais, quelqu'un qui est heureux au travail, il peut pas être productif. On m'a déjà reproché d'être trop heureux. Donc, tu vois, c'est vraiment pour dire, donc, voilà. Oui, non, mais C'est ma c'est petite crotte de nez dans ta face. ouais, parce que c'est ça, le truc, c'est que c'est pas juste une corrélation vague, tu vois, genre, ah, les gens heureux travaillent mieux, non, non. Non, en fait, c'est Hein, ça qui est fascinant, tout ça, ce sont des expériences qui sont contrôlées en labo et ils ont littéralement induit du bonheur chez certains participants en leur montrant des vidéos comiques, par exemple, et ensuite, ils ont mesuré leur performance sur des tâches cognitives. Et le bonheur améliore directement la capacité à travailler. donc, Julien, si le bonheur du Dis-moi. leader impacte à ce point la performance de l'équipe, est-ce que ça veut dire qu'il y a un mécanisme de transmission? En gros, les Mmh. émotions que tu portes, ben, en fait, se transmettent aux autres. Ça se propage au niveau neurologique. Ah bah, tu vois ça, Samir? Oui, c'est un excellent point parce qu'en fait, comment ton humeur peut littéralement contaminer 20, 50, 100 personnes. Et là-dessus, bah, en fait, on va y revenir en détail dans quelques minutes parce que le mécanisme est absolument hallucinant. Mmh. Il y a un truc qui me dérange, Julien, en fait, Mmh. par rapport à tout ça, c'est que si ces données et ces études existent depuis des décennies et qu'elles sont Mmh. publiques, tout le monde peut y avoir accès, pourquoi est-ce que l'industrie du leadership, bah, elle continue à glorifier le sacrifice, l'épuisement et bah, toute cette hustle culture, en fait, dont on parle? Ouais, c'est vrai et on peut se poser la question là, qui bénéficie de ce mensonge? Mmh. Ouais. Bah,
C'est si je dois réfléchir comme ça et essayer de deviner, je me demande si ce serait pas les vendeurs de solutions, sur la résilience, de packs de leadership, tu sais, Boost plus là, Ouais, tout à fait. Les consultants ouais, voilà, c'est ça, qui les te vendent des consultants, ouais. solutions une fortune pour répondre aux problèmes présents sans forcément tenir compte du reste. Attention, on n'a rien contre les consultants. Attention, Ouais, c'est juste que c'est ouais, une ouais. approche qui résonne pas du tout avec l'approche du coaching et qui répond pas, à notre sens, aux problématiques comme elle le devrait. Mais en tant que tel, les consultants, on leur en veut pas du tout. On n'a rien de Ouais. personnel contre eux, hein, qu'on précise bien la chose. Mmh. Bah, tu sais quoi? Donc, Ça me rappelle juste une vidéo comme mhm. ça, que j'avais vue une fois où c'était bah, c'est extrait d'un film, hein, mais c'est un consultant qui va voir un fermier et qui lui dit, «Bah, Ah écoute, oui, moi je suis là pour te» tout voilà. à fait. Tu l'as vu? OK. Ouais, Bon, ouais. bah, on Tu, raconte pas? tu, Non, je rigole. tu vas, si, bah si, elle est archi bonne. Tu vas faire plus de chiffres, tu vas profiter plus, et puis on va construire des usines, on va construire des trucs, on va embaucher du monde et tout. Et puis quand tu vas arriver à la retraite, et ben là, tu pourras profiter de ton temps et puis profiter de tes chèvres. Et c'est comme, bah, c'est ce que je fais déjà, en fait. C'est exactement ça. D'ailleurs, l'un des trucs qu'il a fait, c'est: «Bah, grâce à moi, tu vas savoir combien tu as de chèvres et tout ça» et il dit: «Mais comment tu fais ça?» «Bah, en fait, j'ai un ordinateur, j'ai tout le truc». Il dit: «Mais en fait, je sais exactement le nombre de chèvres que j'ai pas besoin de toi». Donc Bah oui. c'est c'est assez drôle. Ah, il était archi bon ce partage-là, justement, Ouais. autour de cette notion du consultant. Mmh. C'est assez drôle. Mais tu vois, on va revenir là-dessus et d'abord, bah, en fait, on a envie de te montrer à toi qui nous écoutes à quel point ce problème, il est vraiment massif. En fait, ce qu'on est en train de dire, c'est que tous ces leaders qui se vantent de dormir peu et de travailler comme des dingues, ils sont en train soit de bullshiter, soit de Mhm. saboter activement leur propre performance et celle de leurs équipes. Ouais, c'est tout à fait Ouais, ça. Et en fait, le OK. truc, c'est que les données le prouvent de manière, mais genre irréfutable. C'est dingue quand même ce que tu es en train de me dire, Julien. Bah oui, parce qu'en fait, si on regarde bien, juste un chiffre, l'Institut Gallup estime que le désengagement au travail coûte 8,9 trillions de dollars à l'économie mondiale chaque année. Trillion, genre avec un T? Ouais, avec un T, pas un B OK. comme billionnaire comme Elon Musk ou je ne sais qui d'autre. Non, non, trillion, un truc de plus, 3 zéros de plus. Et ça représente 9% du PIB mondial. Et selon leurs OK. données, 70% de la variance dans l'engagement d'une équipe est directement liée à la qualité de son leadership. Pas la stratégie, hein, OK. pas les outils, pas ce que va nous amener le consultant qu'on va payer 50 000 balles pour 30 minutes de présentation sur un PowerPoint fait entre deux pauses café. Non, non, je parle bien de leadership. Je parle bien OK. de posture, d'attitude du leader. Et donc en fait, Mmh. bah potentiellement toi qui nous écoutes là aujourd'hui, parce que ce qu'il faut bien noter aussi, c'est que ce qui s'applique là dans le domaine de l'entreprise, ça s'applique aussi dans ta vie de tous les jours, puis dans ton cadre familial, dépendant du rôle que tu joues Mmh, mmh mh. auprès des personnes qui t'entourent. Ouais. Du coup, c'est pas un petit problème dont on est en train de parler là. C'est pas juste un petit Non. problème de bien-être, c'est vraiment un problème, enfin, qui est en lien avec limite une crise économique mondiale, quoi. Oui, bah ça participe carrément. Et le truc, tu vois, c'est que ce problème-là, il commence avec l'état émotionnel d'une personne en particulier. On parle du leader ou de la leader. OK. Bon, bah, du coup, Julien, on vient de parler du problème. Maintenant, peut-être que ce serait bien d'expliquer un petit peu plus comment ça marche vraiment, parce que ça va être important de comprendre comment l'humeur d'un leader se propage biologiquement dans une organisation entière. Alors, nos étudiants, ils le savent déjà, parce qu'on leur a enseigné tout ça, ils apprennent ça dans leur Mhm, formation, tout à fait. mais la personne qui nous écoute, elle le sait peut-être pas. Bah justement, toi qui nous écoutes, accroche-toi parce que c'est juste hallucinant. En fait, il y a un Mmh. phénomène qu'on appelle la contagion émotionnelle. Et c'est pas une métaphore sympa, tu vois. C'est vraiment un phénomène neurobiologique qui a été documenté. Totalement. Et du coup, ça a été mesuré en laboratoire. Peut-être qu'on va expliquer comment ça marche. Donc, quand tu entres dans une pièce avec un certain état émotionnel, bah, tu vas commencer en fait à transmettre aux autres ton Mhm. état émotionnel en moins de 2 secondes. Vraiment, c'est très très rapide avant même que tu ouvres la bouche. T'as pas besoin de parler. Ok, 2 secondes. On est bien d'accord sur la mesure là. On parle de 2 secondes, hein. On Une parle de deux. 2 secondes. Ouais. En fait, ça fonctionne par mimétisme inconscient. Donc, ton équipe, elle va copier tes micro-expressions faciales parce que la communication, je pense que toi, tu es au courant si tu es un leader ou pas.
que la communication, elle a plusieurs niveaux. Ça peut être des mots, mais ça peut être aussi du non-verbal. Et tes micro-expressions faciales, c'est une partie de ta communication. C'est une partie de ce qui ressort de toi, de ce qui est perceptible. Et même si la personne ne le voit pas directement, elle le perçoit. Elle va percevoir en fait des changements, des micro-changements. Donc ta posture aussi va influencer ton ton de voix. Et en copiant tous ces signaux externes, en fait, ça va déclencher les mêmes états émotionnels internes chez la personne. Et c'est automatique, c'est invisible, mais par contre, c'est constant. Ok, donc si j'entends bien ce que tu dis là, en gros, je peux pas juste faire semblant d'aller bien. Parce que il y a trop de choses qui vont se communiquer et même si je fais semblant, bah, c'est quand même le reste qui va ressortir. C'est ça? Non, justement, c'est ça qui est dingue, c'est que les études montrent que l'état émotionnel d'un leader, elle peut se propager à toute une organisation en quelques heures seulement. D'accord? Ok. On parlait dans une pièce en moins de 2 secondes, mais imagine toute l'entreprise, toute l'organisation en Mhm. 2 heures, parce que tu transmets à ton voisin, qui va transmettre à son voisin, qui va transmettre à son voisin, et en fait, ça peut aller très très vite pour pourrir l'ambiance dans une entreprise, et c'est ce qui se passe dans les entreprises toxiques. Ouais. Pourquoi est-ce que l'ambiance dans toute l'entreprise devient toxique? Parce qu'en fait, tu as des leaders qui arrivent, qui font la gueule, qui sont pas contents. Après, peut-être Mhm. que parfois aussi, on leur donne pas tous les outils, peut-être que aussi eux-mêmes, en fait, dans la lignée, d'accord, parce que Ouais. c'est souvent une pyramide, ils Mhm. prennent et ils redistribuent. Mais le problème, c'est que c'est pas une excuse, d'accord? Bah, c'est ça. Pourquoi? Mhm. Parce que t'es pas obligé de garder cette boule noire qu'on t'a donnée aussi. Tu peux toi-même décider de casser la boucle, de casser la chaîne pour Ouais. permettre aux gens qui sont sous ta responsabilité de pouvoir travailler sereinement. Et donc, que ce soit ton énergie négative, parce qu'on va parler d'énergie, parce que l'émotion est une énergie, d'accord? Mhm. Mais ça peut être aussi tout ce qui est positif, comme ta joie, elle peut devenir aussi l'énergie des personnes qui sont autour de toi. T'es pas juste un leader, en fait. Tu transmets tes émotions, t'es un transmetteur émotionnel permanent. Ouais, bah, tu vois, tu me parles de ça et j'avais déjà évoqué cette expérience-là dans un précédent podcast, peut-être même Mhm. dans 2 ou 3, hein, avec tous les épisodes qu'on a fait. Mais tu te souviens le gars que j'avais croisé dans le métro un matin, Oui, que ouais, j'avais je me un rappelle. entretien d'embauche à passer quand je suis arrivé au Canada pour bah, Ouais. prendre ma place, etc., puis pouvoir mettre en place ce que je voulais développer ici. Et je me souviens en fait, je vois ce gars-là, et puis il y a plein d'autres personnes dans le métro là. Mais Mhm. mon regard se porte sur ce mec-là et mais déprimant, il était avachi sur son fauteuil et vraiment et dans ma tête, c'était comme: «Tiens, je le sens que c'est lui qui va me faire passer mon entretien» Mhm. et en Ouais, fait, ça a pas je me loupé rappelle de cette parce que je histoire. suis tombé sur lui. Alors l'entretien, il a dû durer 10 minutes. Il m'a dit: «Bon, bah, on va regarder un petit peu par rapport aux autres candidats» et puis j'ai dit: «Non, non, mais vous inquiétez pas, de toute façon, c'est moi qui vais vous rappeler». J'ai Excellent. piqué ça au comment ça s'appelle le film? C'est La Cité de la peur avec Ok, Chantal ouais. Lobby qui dit non mais vous inquiétez Mhm. pas, c'est moi qui vous rappelle. Bon bah, j'ai repris un peu la même et vraiment pour dire non mais vous embêtez pas en fait, prenez mon CV, foutez-le à la poubelle parce que je viendrai pas travailler pour vous, c'est juste pas possible. C'est comme pas du C'est tout ça, aligné. parce que Ça marche pas. C'est le mec il me là, parlait de tu sens. leadership, il me parlait d'engagement, il me parlait de motivation. Je suis arrivé dans le local, la secrétaire, t'as l'impression qu'elle était déprimée depuis les 10 dernières années et qu'elle était sous Xanax. Peut-être qu'elle était déprimée, j'en sais rien. Mais dans ce Ouais, cas-là, c'est peut-être agence un petit peu différemment ton entreprise, surtout par rapport à ce que tu veux proposer et surtout par rapport à ce que tu mets en avant a priori dans ta culture. Et, ouais, et le mec qui me parle de leadership, mais qui a zéro écoute active. Mais quand je te dis là zéro, c'est zéro. Et le ouais, mec à moitié avachi dans le métro, et c'est juste quand il est derrière son bureau que d'un seul coup, ah bah ça y est, là je me tiens bien et puis je suis motivé. ouais, C'était comme non, là c'est red flag de partout. Oubliez ça, totalement. oubliez-moi. Bah, d'ailleurs, tu vois, toi qui nous écoutes, tu as déjà eu affaire à des hotlines. Tu sens le stress dans les hotlines. Les gens Ah qui ouh, travaillent à complètement. SFR, qui travaillent à Orange, qui travaillent dans ces boîtes-là où ils sont directement en contact avec les clients. Mhm. Tu le sens, tu le sens. Mais ils ont Et les en managers plus, sur le dos, hein. c'est ça, c'est ça. Donc C'est il y a une l'enfer, hein. culture d'entreprise qui est hyper toxique. Et en plus, parfois, ils doivent se taper aussi les clients qui sont mécontents, qui leur gueulent en plus dessus. Alors tu sais, moi, quand je suis avec quelqu'un qui travaille dans les hotlines, généralement, même si je suis agacé, je vais rester calme. Et je vais Mhm. toujours dire à la personne, écoutez, je sais que vous faites votre travail.
je sais que vous faites au mieux. Je sais que des fois la situation elle ne vous plaît pas. Mmh. C'est pas contre vous. C'est vraiment quand je suis dans un état de frustration maximum là, je leur dis c'est pas contre vous, mais par contre là j'ai un problème et j'aimerais bien qu'on le règle. Tu vois. Mais je dis toujours à la personne c'est pas contre vous et je sais que vous faites toujours de votre mieux parce que je sais que c'est pas évident en fait. Tu Ouais. vois. Et tu le sens en fait. C'est comme quand tu arrives dans un resto ou tu sais un truc où tu vois que tout le monde est désagréable en fait. Ben Mmh. s'ils sont tous désagréables, c'est parce que déjà l'ambiance elle Ah est bah, pourrie à l'intérieur quoi. tu Ouais. tu vas pas, même en tant que client, là, tu rentres pas, c'est pas Mmh. ça C'est ça. fonctionne pas. Mmh. Vraiment. Ouais, donc absolument. Et c'est marrant, tu vois, Samir, par rapport donc à ce que tu amenais juste avant qu'on fasse ces partages-là, c'est on parle de la transmission d'émotions un peu comme si c'était de la Wi-Fi, en fait. Hein, t'as Ah, le c'est truc du qui Wi-Fi, ouais. circule et en Du fait, c'est Bluetooth. du Bluetooth, exactement. Et c'est là que, bah, en fait, les neurones miroirs, ils rentrent en jeu. Et là, bah, on a Daniel Goleman, qui est le gars qui a popularisé, en fait, l'intelligence émotionnelle et qui a révélé quelque chose d'extraordinaire, finalement, sur ces neurones. Parce que, Mmh. en fait, ce sont des neurones un peu particuliers parce qu'ils sont spécialisés dans notre cerveau et ils s'activent à la fois quand on fait une action, mais aussi quand nous observons quelqu'un d'autre faire cette même action. Et ça Ouais, inclut les émotions. exactement. Daniel Goleman et non Daniel Golemon, parce que je sais que j'ai failli exploser de rire, je sais pas pourquoi. Mais je pense que c'est la fatigue, Julien, c'est juste la fatigue. Quelle idée de faire un épisode de podcast à 3 heures du matin, en même temps, hein? C'est exactement ça. Tu sais, les mecs qui Donc disent: «Faut Julien, prendre soin de votre sommeil, hein, mais nous, on enregistre à 3 heures du bon, matin». attends, pour être honnête, il est pas 3 heures du matin, il est 8 heures là, 8h06. Exactement. D'accord? Parce qu'après ils vont se dire: «Ah bah tu vois, ils respectent même pas ce qu'ils Ah, disent». c'est ça. Donc en gros Julien, pour se recentrer un petit peu, Mmh. quand mon équipe me regarde gérer mon propre stress, qu'est-ce qui se passe? Bah, il se passe que les neurones miroirs, en fait, simulent cette même expérience dans leur propre cerveau. En fait, ils font pas que te voir stresser. Ils vivent littéralement ton stress de l'intérieur et c'est comme un système de partage émotionnel involontaire. Fait que même si toi t'essayes de gérer ce qui se passe, ça va transparaître et ça va les influencer quoi qu'il arrive. Emoji de peur. Ah et c'est flippant. Non, c'est Mais flippant vraiment. non, non, mais c'est hyper flippant parce qu'en fait, Goldman, il explique ça ainsi. Les leaders, en fait, ils ont un impact neurologique qui est démesuré sur leur équipe. Et c'est Ouais, vrai que sur les accompagnements qu'on peut faire en coaching, justement, sur cette question de leadership, bah, il y a pas que de la technique de leadership. En fait, il y a ton attitude, ton alignement à toi. Est-ce que tu es aligné avec tes valeurs, avec tes besoins? Est-ce que tu es dans ton rôle identitaire? Est-ce que tu es dans ton X? Est-ce que ça fonctionne pour toi? Et en fait, si tu es à côté de la plaque, ben, faut pas t'étonner si tes équipes, elles tournent pas. Et c'est c'est pas une ça. problématique de consultant à 500 000 boules l'heure de consulting. Voilà. C'est une problématique où c'est toi, ta posture, ton attitude, tes émotions, ton système de pensée, ta communication qui va faire en fait toute la différence. Parce que Ouais. le cerveau, tu vois, c'est ce qu'il y a de plus observé, de plus imité et de plus contagieux dans toute l'organisation. Fait qu'en d'autres termes, ton cerveau, il programme les cerveaux de ton équipe, que tu le veuilles ou non. Et c'est pour ça aussi qu'on répète très souvent, soyez vigilants sur votre environnement direct. Ne vous entourez pas de personnes Ouais. qui n'entretiennent pas les bonnes habitudes, qui n'ont pas la bonne dynamique et qui n'ont pas la bonne vision des choses, ou en tout cas celle qui est compatible avec ce que vous voulez accomplir, parce que vous soyez convaincu, et toi qui nous écoutes, que tu sois convaincu d'être fort, forte dans ta détermination, ton environnement prendra le dessus sur toi, de toute C'est façon. totalement ça. Ouais, c'est totalement ça. En fait, on est des récepteurs. On est des récepteurs et on s'influence les uns les autres. Et il y a un Exactement. jeu, Julien, ouais, j'ai vu ça récemment, c'était hyper intéressant. C'est un jeu Flash ou un truc comme ça qui circule et c'était des gens qui étaient en train de le tester. Et en fait, c'est des petits bonhommes qui se baladent comme ça, c'est sur un petit écran là. Mhm. Et en fait, des fois, il se passe des petites choses qui sont pas prévues. Et en fonction de comment tu vas réagir, ils vont influencer tout le reste. Donc en fait, il suffit qu'il y en a un qui bouscule un autre et il va dire bah tiens, les bonhommes ronds ont agressé les bonhommes carrés. Et puis en fait, après, t'as tous les bonhommes carrés qui commencent à s'énerver sur les bonhommes ronds. Et en Mhm. fait, c'est pour montrer justement cet état de contagion où quand la peur, bah, pareil, en ce moment on Mhm. le voit avec les médias, etc. Les médias en fait Absolument. propagent la peur. Bah en Mhm. fait, quand les médias commencent à propager la peur, ton voisin va avoir peur parce qu'il est H24 sur les mêmes, le même média. Mhm. Il va venir te parler, il va te transmettre cette peur, puis l'autre, il va transmettre cette peur. Et ça crée un climat général d'anxiété, de Mhm. stress et de peur.
qui n'aident pas à prendre ni les bonnes décisions, à s'entraider, à s'aimer, à s'apprécier et à construire une société saine. Et là, on parle d'un État, mais une entreprise, c'est un mini-État avec Oui, beaucoup moins de bah, c'est une personnes. organisation C'est systémique condensé. pareil, ouais, complètement. C'est Et ça. tu vois, c'est marrant que tu parles de ça et enfin, je l'évoque très rapidement ici. Mais tu vois, il y a quelques années de ça, d'ailleurs, je pense que j'avais fait un post sur le sujet pour partager en tout cas ce point de vue que j'avais, que en fait les médias, peut-être certains plus que d'autres, parce qu'on va pas tous les mettre dans le même panier, mais il y a certains médias qui devraient être étiquetés comme des terroristes. Totalement. Ah, je Parce suis qu'en totalement fait, d'accord. le discours qui est entretenu, les éléments qui sont mis en avant, qui sont pas toujours vrais en plus, hein, parce que ça a souvent de la Oh, construction autour, là, tu récupères des vieilles images, tu remets du texte là-dessus, puis tout le monde est content. Mais en fait, c'est du terrorisme, ni plus ni moins. intellectuel et ouais. Ça vient te bouffer dans tes émotions, ça vient te bouffer tes ressources en termes de réflexion, de pensée, de capacité à te concentrer sur ce qui va permettre de faire progresser les choses, de les faire avancer. Et bah, pour le coup, c'est vraiment mon point de vue, il y a certains médias où ils devraient être étiquetés comme des entités terroristes. Pas Ouais, au sens terroriste de on va faire péter une bombe dans un stade de foot où tu as un match qui est en train d'être joué, mais ça fait autant de dégâts, ça pose ouais, autant de problèmes. Et je suis pas en train de dire ah bah tuer des gens en fait c'est moins grave ou c'est aussi grave que de colporter des informations négatives. On fait bien pas de sûr que non. comparaison. C'est juste que ça, à mon sens, puis je crois qu'on est à peu près sur la même longueur d'onde là-dessus, toi et moi, Samir, c'est Mmh. que ces informations-là, en fait, elles ont un impact énorme sur les sociétés. Et si on en arrive à avoir des problèmes comme on a aujourd'hui, c'est pas juste un problème fonctionnel. C'est un problème aussi psychologique, émotionnel, de à quoi on est nourri constamment au quotidien. Et ça, ils ont un rôle à jouer là-dessus. Très, très C'est ça. important. Mmh. Ouais, c'est aussi pour ça que, bah, maintenant en France, tu assistes à des gens qui, décident de partir dans la forêt et se dire: «Bah, on va s'entraîner, on va se déf on tu sais, on va s'entraîner à défendre notre pays parce que bientôt ça va péter». C'est ça existe vraiment en France. On Mhm. en ils en parlent pas ils en parlent pas souvent. Là, récemment, à Dunkerque, il y a un mec qui s'est fait écraser par, l'ex-compagnon de sa femme. Justement, Ok. c'était un crime raciste, parce que, la personne était d'origine, maghrébine musulmane. Ok. L'ex-mari de sa compagne et en plus il a fait ça devant ses gosses, hein, mais, Ah bah c'est encore l'ex-mari mieux. de sa compagne là, bah, en fait, il était connu comme étant dans un groupe. Tu sais, ils sont, dans leur coin là et puis ils s'entraînent, tu vois? Ils sont là, ils se disent: «Bah, le jour où ça va péter, on va défendre notre pays». Donc, tu vois, le truc, c'est qu'à force d'écouter ce genre de médias, le Mhm. truc, c'est que ça n'aide pas. En fait, regarde, tu te dis patriote, tu te dis peu importe ce que tu dis, tu as le droit de penser ce que tu penses, c'est ok. Mais le truc, c'est que en entretenant ces pensées négatives, Mhm. cette défiance constante, tu ne peux pas construire une société saine. C'est pas possible en fait. Tu es Ah en non, c'est pas résistance jouable. face à quelque chose et en résistance, C'est pas tu ne peux jouable. pas prendre les bonnes décisions. Et c'est juste ça. En fait, co-construire sera toujours plus efficace que détruire ce qui est déjà présent pour construire autre chose. Mhm. Quelque chose qui va se construire sur de la haine et sur de la violence Mhm. va donner lieu à de la haine et de la violence. Même si demain tu vas Oui, arriver l'histoire nous à l'a assez tes démontré comme objectifs, ça. c'est Mhm. ça. Même si demain tu vas arriver à ce que tu veux. Allez, tu vas en arriver à avoir la société que tu penses vouloir, tu l'as construit sur de la haine et de la violence. Ça va finir par péter à un moment ou l'autre, en fait. Et d'ailleurs, bah, l'histoire de France, elle est violente, faut dire ce qui est, on l'a vu, Ah bah on à n'est pas chaque fois il y a eu des détendre, hein. décapitations, il y Je a veux eu des dire, on trucs en a comme ça. dessus. On en a dézingué du bourgeois, C'est ça. hein. Je vais te dire, il y en a plein qui ont serré les fesses, hein. Bah, clairement, ouais. Et je dis pas que c'est une bonne chose, attention, hein. Mm, Je considère pas que la violence ou le meurtre ou l'exécution de quoi que ce soit ou de qui que ce soit est une bonne ouais, solution en soi. Mais ouais. on est loin d'être un peuple pacifique quand on veut s'y mettre, hein. Mm. C'est voilà, ça fait partie de l'histoire, hein, et puis c'est ok, mais juste d'apprendre du passé et Mhm. d'essayer de ne pas le reproduire parce que bah en fait ça peut amener à bah, encore une fois une boucle ou un cycle et le meilleur truc c'est de justement de break the cycle, tu vois, de couper le cycle. Donc juste on va peut-être se recentrer, ben, c'est moi qui a digressé un Ça peu, mais suffit, Samir. Tu nous emmènes ouais je toujours dans sais. des dédales. Ça Mais suffit. c'est aussi ce qui fait notre authenticité dans ce podcast, Julien. Toi qui nous écoutes, si t'aimes ça,
laisse un petit commentaire et Tu dis-nous. sais Si pourquoi t'aimes t'es pas, là. tu dis faites pas chier, allez droit au but et ce sera bien reçu aussi. Merci. Je On prends. t'enverra un résumé de 3 lignes, on le passera sur ChatGPT, puis on t'enverra un mail avec les 3 lignes C'est importantes ça. du podcast. Donc, juste comme ça, Julien, pour décrire le processus étape par étape de ce qui se passe réellement, pour comprendre en Ouais, fait ce qui se oui, passe. ça c'est super intéressant. Vas-y, dis-nous. Ouais. Donc, l'étape numéro 1, en fait, tu vas arriver avec une humeur particulière, par exemple de la frustration, de la rage, de la haine, peu importe. Étape 2, en fait, il y a ton équipe qui va détecter inconsciemment cette frustration via, en fait, tes signaux non verbaux. Même si tu dis tout va bien, non, en fait, ils vont le voir, ils vont voir ton non verbal et ils vont le ressentir. Et sûrement que toi qui nous écoutes, des fois, t'étais à un endroit avec un groupe de personnes, les personnes te disent tout va bien, mais tu sens un malaise. Parce que, en fait, ton corps a capté des choses que la personne ne dit pas. Mais tu l'as capté, malgré tout. D'accord? Ensuite, étape suivante, l'étape 3, en fait, les neurones miroirs vont s'activer, ils vont activer les mêmes patterns émotionnels dans leur propre cerveau. Et puis, la dernière étape, c'est qu'ils vont commencer à ressentir la même frustration, sans même comprendre pourquoi. Et si tu es hypersensible, imagine que ça, ce qu'on est en train de te raconter, c'est fois 1000 ou fois 100. Ah bah D'accord? c'est démultiplié, oui, carrément. Ouais. Alors, Carrément ça parce arrive, qu'on ouais. ouais, vas-y, je t'en prie. Je veux dire, ça m'est déjà arrivé de m'imprégner de l'émotion de l'autre sans savoir si c'était la mienne ou celle de l'autre, mais de façon très intense. Ouais, complètement. Ouais. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a cette stratégie, qu'on donne souvent à nos clients, hein, respectifs, qui sont parfois hypersensibles, de: «Est-ce que ça m'appartient ou est-ce que c'est à quelqu'un d'autre?» Puis ça permet de Exactement. Ouais, voilà. Est-ce que ça c'était à ça aide moi beaucoup, ouais. ou est-ce que ça peut venir potentiellement de quelqu'un? Même si je ne sais pas qui, mais potentiellement ça peut venir de quelqu'un d'autre. Alors c'est sûr que, Exactement. si tu arrives complètement tendu comme un string à une réunion, les gens autour de toi, ils vont inconsciemment, croiser les bras, froncer les sourcils, devenir beaucoup plus défensifs. Mais si tu arrives avec une énergie plus positive, ils vont aussi être plus ouverts, ils vont plus sourire, ils vont prendre plus de risques créatifs. Et en fait, si tu regardes bien, c'est toi le thermostat, littéral, le thermostat émotionnel de la pièce. Ouais, et ça s'arrête pas là, je pense. Non, justement, ça Ouais. s'arrête pas à ta réunion, parce que ces personnes, en fait, elles retournent ensuite à leur poste. Elles vont retrouver les collègues, leurs propres équipes. Elles transmettent cette émotion qu'elles ont absorbée de toi. C'est un effet domino qui va Mmh. traverser 5, 6, 7 niveaux hiérarchiques, parce qu'en fait, un leader qui est malheureux, qui est au sommet, peut créer une organisation entière de gens qui sont désengagés en quelques semaines seulement. Maintenant qu'on comprend que l'état émotionnel du leader se propage à toute l'organisation, il y a une question qui devient urgente, mais qu'est-ce que ressentent vraiment les leaders? Surtout quand ils accèdent au sommet. Bonne question, Samir. Parce que si leurs émotions sont si contagieuses, en fait, il est crucial de comprendre ce qui se passe réellement dans leur tête. Ouais. Et du coup, c'est ça en fait qui est troublant, c'est que les études montrent que les nouveaux PDG rapportent 2 émotions dominantes dans leurs premiers mois de prise de poste. Et c'est pas la fierté, c'est pas l'excitation. Non, effectivement, Samir, en fait, on parle ici de deux autres émotions totalement différentes. On parle de la solitude intense et de la colère fréquente. Et pourquoi ces 2 émotions spécifiquement, Julien? Est-ce que, ça révèle peut-être, le coût caché du leadership? Je pense qu'on va y revenir en détail dans quelques minutes, mais avant, faudrait comprendre pourquoi les émotions positives sont si cruciales en fait pour la performance. Et là-dessus, Samir, j'aimerais bien que tu nous parles de Barbara Fredrickson. C'est une chercheuse en psychologie positive à l'université de Caroline du Nord et elle a développé ce qu'elle appelle la théorie du broaden and build. Donc élargir et construire. Et en fait, c'est révolutionnaire pour comprendre le leadership. Et ce qu'elle a découvert, c'est que les émotions positives élargissent littéralement ton champ de perception et d'attention. Quand tu es heureux, ton cerveau devient plus ouvert, plus créatif, plus capable de voir les connexions inattendues. C'est comme si ton angle de vision passait de 50 degrés à 180 degrés. C'est hyper intéressant. Et du coup, si on a maintenant l'effet d'ouverture, le broaden, qu'est-ce qu'on fait du build, du coup? Alors le build, c'est que ces moments d'ouverture cognitive vont te permettre de construire de nouvelles ressources, des nouvelles relations, des nouvelles compétences, des nouvelles stratégies. Quand tu es dans
ce mindset, dans ce mood, en fait, Mmh. qu'est-ce qui se passe? Ton cerveau est capable de capter beaucoup plus d'informations et pas les mauvaises informations, les bonnes informations. Donc tout ça, en fait, ça va être des ressources qui vont devenir des actifs permanents que Mmh. tu vas pouvoir utiliser même quand tu te sens pas vraiment heureux, quand t'es pas dans ton prime, en fait. Ouais. Et en fait, c'est un cercle vertueux. Donc, pour un leader, ça veut dire que le bonheur ne te rend pas juste plus agréable. Non. En fait, il te rend littéralement plus intelligent, plus stratégique et plus capable Mmh. de voir des opportunités que les autres ne voient pas. En fait, ton bonheur élargit ta capacité à diriger. Et Ouais. là, petit aparté, parce que ça peut servir aussi aux coachs en cours de formation ou ceux qui sont Mmh. déjà formés, voire même les thérapeutes, et qui ont peut-être pas cette information. Nous, on se concentre énormément dès le début de notre formation au coaching à expliquer à nos étudiants que on ne peut pas accompagner une personne dans la progression si on ne change pas son état actuel. Et qu'en Mmh. fait, c'est pas parce que ton client il te dit ah ouais mais j'ai besoin d'apprendre à m'organiser, j'ai besoin d'atteindre ce truc-là, j'ai besoin d'être capable de faire ça. En fait, si ton état actuel ne te permet pas d'accéder à tes ressources, peu importe ce qu'on va te mettre entre les mains, ça ne fonctionnera pas. Donc, Ouais. il faut impérativement appliquer cette stratégie du broaden and build, qui est on retrouve un état positif qui va élargir le champ des possibles et donner accès aux ressources, et ensuite on va bâtir là-dessus un changement. Maintenant qu'on a dit ça, Julien, peut-être qu'on pourrait expliquer pourquoi les émotions positives élargissent la perception. En fait, il faut revenir à notre cerveau primitif. Les émotions négatives, peur, colère, anxiété, ont évolué pour nous protéger du danger immédiat. Et ça, en fait, ça fait que ça rétrécit notre attention sur la menace. Alors c'est hyper pratique, parce que quand t'as un lion qui te court au cul pour te bouffer, bah, ça te sauve la vie. Ou alors quand t'as un vendeur de rue qui te poursuit pour te vendre absolument son porte-clés à l'effigie de la pop star du moment, bah, ok. Mais en fait, le truc, c'est que c'est catastrophique quand tu dois innover ou collaborer. Ouais, en gros, c'est le mode survie dont tu parles là. Ouais, c'est exactement ça. Et les émotions positives, de leur côté, vont signaler à ton cerveau que l'environnement, bah, il est sûr. Et quand ton cerveau sent qu'il est en sécurité, bah, il peut se permettre d'explorer, de jouer, de prendre des risques créatifs, de poser des questions, de tester des choses. Et c'est pourquoi les équipes qui sont plus heureuses innovent tout simplement plus. Leur Ouais. cerveau, il est Et en mode exploration plutôt qu'en mode survie. Et il y a un ouais. truc, tu vois, là-dessus où pendant un temps, il y a eu tout un mouvement de on va prendre soin des employés et puis on va mettre à disposition des baby-foot, on va mettre des sièges massants, on va faire des activités de groupe, etc. Et en fait, je pense qu'on a loupé un coche là-dessus. C'est-à-dire Mmh. que tu vas chez Google, tu vas chez Apple, tu vas peut-être même chez Samsung. Tu dois probablement retrouver, tu vois, si on prend juste ce domaine-là, tu dois probablement retrouver cette dynamique où tu as du temps de libre. Alors oui, ils bossent comme des dingues. Ça, il n'y a pas de problème. Mais il y a Ouais. du temps libre. Tu as de la créativité. Tu peux présenter des projets. On va pas te dire, non, ça, c'est pas une bonne idée. Non, tiens-toi à ton poste. Non, fais pas ci. Non, fais pas ça. Et quand ça a été exporté plus en Europe, bah, tout de suite, ça a été perçu comme, ouais, en fait, ils sont juste en train de rendre l'entreprise et l'environnement de l'entreprise plus agréable pour que ça nous pousse à rester plus longtemps. Pour qu'on perde Mmh. moins de temps à l'extérieur, qu'on devienne plus productif. Et en fait, on a vraiment loupé un coche là-dessus, de comprendre qu'en fait, bah, toutes les entreprises qui ont fait marche arrière sur ces actions-là, parce qu'il y en a plein. Et je pense juste par exemple à ma sœur qui travaille dans un grand groupe d'assurance. Cette compagnie-là, qui est une très très grosse structure, a investi à un moment donné, puis je m'en souviens parce que j'en avais parlé avec elle, justement de mettre sur le lieu de travail tout un tas de choses pour faciliter le quotidien. Il y avait un espace de garderie pour que les employés puissent déposer leurs enfants directement pour éviter les problèmes de transport, courir à droite à gauche, etc. Il y avait billard, il y avait salle de projection, il y avait une nouvelle cafétéria qui avait ouvert, il y avait salle de sport, il y avait kiné sur place, il y avait coiffeur sur place. Vraiment, il y avait énormément de choses dans lesquelles ils ont investi. Et puis, c'est là où, justement, ce genre d'entreprise ont loupé carrément le coche, c'est qu'en fait, ils ont dit, bah, en fait, ça nous coûte une blinde, donc on va arrêter de faire ça. Ils ont dégagé tous les services, ou presque, et ils se sont mis à faire que des open space pour que les gens travaillent dans le bruit, tous ensemble. Et alors, le Mmh. mieux, j'espère que tu es assis, et peut-être que tu es concerné, toi qui nous écoutes, Mmh. c'est que si tu arrives pas suffisamment tôt le matin,
tu n'as pas de place pour t'installer. OK. Donc tu dois travailler, mais si tu arrives trop tard, tu n'as pas de place pour t'installer et tu te retrouves dans des coins de couloir qui sont absolument pas confortables pour bosser. Et du coup, t'as pas les moyens de faire correctement ton travail. Et derrière, tu as des managers ultra toxiques qui sont sur ton cul toute la journée, en train de te dire faut que tu bosses, tu fais pas assez de dossiers, là tu mets trop de temps, là machin, là truc, là ceci, la bidule. Et en fait, c'est devenu ultra toxique. Donc si jamais il y a quelqu'un de Generali qui m'entend, ça serait peut-être bien de revoir vos pratiques. Mais c'est pas juste vous, en fait. C'est plein d'entreprises comme ça qui ont délaissé le bien-être des employés en se disant, bah en fait, c'est surfait, ça sert à rien, mais c'est juste que vous n'avez pas compris le principe. Avoir des employés qui sont heureux, c'est pas nécessairement des employés qui vont travailler plus longtemps ou qui vont rester plus longtemps dans votre entreprise. C'est des employés qui vont pouvoir s'investir parce qu'ils ont envie de le faire et qui vont Ouais. pouvoir mettre à profit leur connaissance, leur créativité, leur envie de faire progresser le mouvement, plutôt que de subir la mauvaise humeur des managers qui eux-mêmes subissent la mauvaise humeur de leurs propres managers, qui eux subissent aussi ce qu'il y a encore au-dessus. Parce que Ouais. tu comprends, il y a des investisseurs qui râlent un peu parce qu'ils n'ont pas touché le million au complet cette année. Ouais. Mais je vais Excellent. m'arrêter là, je vais pas en dire plus. Julien, en préparant ce podcast, on avait des données à partager. Mhm. Est-ce que tu veux nous en Oui. parler? Alors, d'ailleurs, sur les études de Fredrickson, puisqu'on parlait de Barbara il y a quelques instants, Barbara. montre que, en fait, les gens en état émotionnel positif ont 31% de plus de meilleures performances sur les tâches cognitives complexes. Vision OK. périphérique améliorée, littéralement. Ils détectent plus facilement les patterns, donc les répétitions, les boucles, les cycles, et ils génèrent 60% de plus de solutions créatives à des problèmes. C'est pas du bien-être superficiel, d'accord? C'est un vrai upgrade neurologique, et ça, c'est hyper important de le comprendre. Ouais, ils développent des super powers. C'est ça Absolument. que tu nous Et dis? on pourrait appliquer ça dans les écoles aussi. Parce que je ne Ouais, sais c'est pas, vrai. toi qui nous écoutes, l'expérience que tu as eue dans ton parcours scolaire. Moi, je peux te dire qu'il y a plein de moments dans mon parcours scolaire où clairement, j'étais contaminé déjà par les autres élèves qui n'étaient pas forcément en grande forme, mais surtout par les profs que j'avais, parce que quand tu as un prof qui tire la tronche toute l'année, qui est tout le temps désagréable, qui te parle super mal et qui te donne pas envie d'apprendre, je peux te dire que c'est un impact sur tout le reste de ta scolarité et sur tous les Ouais. cours. Et curieusement, alors je pense que ça doit jouer aussi avec mon hypersensibilité, les seules matières où j'avais des super notes, c'était là où les profs étaient super sympas. Ouais. Et les autres, où j'avais littéralement des têtes de cons en face de moi, je peux te dire que les notes, elles dégringolaient. Ouais. Et c'était pas un problème de, si tu veux, de capacité en tant que telle, parce que sinon je peux me dire, ok, peut-être que t'as des soucis, Julien, t'as peut-être des trucs que tu comprends pas. Mais en fait, c'est des matières qui se croisent. Comment je peux avoir une super moyenne en physique, à faire tout un tas de calculs de machin de trucs, et être une brêle en maths? Regarde juste la tête de mon prof de maths et comment il se comporte. Ouais. Ça te donnera Ouais, une réponse assez claire sur la question. j'avais le même problème, Julien, quand j'étais, tu sais, quand j'étais à l'école et en fait, d'une année à l'autre, moi, c'était comme ça. C'était d'une année à l'autre, en fait, je pouvais passer de premier en maths de la classe à, en dessous de la moyenne. Tu vois ce que je veux dire? Même en Mhm. dessous même de la moyenne de la classe et en fait, la différence, c'était juste le professeur. Genre, je prends par exemple en sixième, j'avais une prof, elle était super gentille et tout ça et elle était passionnée, je pense, par son métier. J'étais Mhm. premier de la classe. L'année d'après, j'avais un professeur, il n'avait strictement rien à faire. Il écrivait les trucs au tableau, il attendait même pas que tu recopiais, il allait super vite en fait. Il Il attendait l'effaçait, même ouais. ouais, il l'effaçait, c'est ça. Et le pire, c'est quand il parle, il te dit: «Posez les stylos», donc tu peux même pas copier le truc avant qu'il les efface et c'était, tu sais, c'était comme: «Je suis là, je fais mon job, allez vous faire foutre, j'ai pas besoin», enfin voilà, j'en ai rien à faire. Celui qui suit, c'est bien, celui qui suit pas, ciao. Mais même ceux qui veulent suivre n'arrivaient pas. En fait, Mhm. je suis passé de 16 de moyenne en maths à l'année d'après, j'ai eu, je crois que je devais être à 8 de moyenne en maths, tu vois? Et je l'ai eu pendant 2 ans et la dernière année, j'ai eu quelqu'un d'autre, ma moyenne en maths a augmenté, tu vois? Et au lycée, Ouais, ça ma m'étonne moyenne pas. en maths a encore augmenté parce que j'ai eu un autre professeur que, j'appréciais. Donc vraiment, Ouais, c'est ça pour m'étonne dire pas. que c'est ça, c'est pour dire que des fois, en fait, on est là, on est en train de dire aux enfants, «Mais en fait, vous travaillez mal, vous êtes des brêles, vous êtes pas à la hauteur, vous êtes pas intelligents», mais en fait, regarde la personne qui enseigne, en fait. Mhm.
Ça se trouve, elle en a strictement rien à faire. Elle est juste là, elle tire la tronche, elle est pas contente, elle fait son job juste pour la paye. Et derrière, en fait, le pauvre, le gamin, il en prend plein la gueule. Et en plus, derrière, tu sais, si tu prends tout le corps Mhm. enseignant, en fait, on va pas se poser la question de, bah, regarde, il y a un historique où, bah, il est bien, finalement, il avait de bonnes notes et là, il en a de moins. Et si ça se trouve, bah, Mhm. s'il est en troisième, qu'il avait des bonnes notes en quatrième et que, bah, ses notes ont baissé, par exemple en mathématiques, bah, peut-être C'est de qu'on va sa lui dire, faute. bah non, tu vas pas aller en général, mon petit, tu vas aller en autre chose. On te laisse pas aller en Mhm. général parce que c'est de ta faute. Oui, c'est ça, Bah c'est toi voilà, qui es en fait. responsable. Tu sais, Ouais, en fait, en l'espace de quoi? De 3 mois de vacances d'été, t'es passé de j'ai été super performant dans une matière et là, tout s'effondre, c'est de ma c'est faute. ça. C'est Tu sais, moi, exactement je ça. me suis transformé en 3 mois, je suis devenu une autre personne. Ouais. Mon système de compréhension, il a complètement dévissé. J'ai dû faire peut-être un AVC pendant les vacances. J'ai peut-être fait 3 commotions cérébrales en plongeant trop près d'un rocher. J'en sais rien. Ouais, Enfin, tu sais, mais par contre, tu remettras pas en question la qualité de l'enseignement du prof qui t'a été assigné pour c'est cette ça. nouvelle année. Et ça, Exactement. c'est un truc de fou. Ouais, Et c'est c'est pareil vraiment dans un une truc de fou. entreprise, hein, Ah, c'est pareil. parce que t'es un employé super performant. On te fout un manager ou une manageuse, mais l'enfer. Et après, on vient de voir, on dit, ouais, mais t'es vachement moins engagé que d'habitude. D'habitude, tu fournis pas ce travail-là. Tu fais beaucoup plus d'erreurs qu'avant. Fais un effort, fais quelque chose. Ouais, bah, Ouais, dégage-moi l'autre espèce de connasse qui me prend la tête toute la journée, puis ça va aller mieux. ouais. Mais ça, tu peux pas le Mmh. dire à ton boss. Non. C'est pas possible. Parce que si tu prends Mmh. ce risque-là, bah, c'est toi qu'on va foutre dehors. Exactement. Parce que c'est ça le problème. C'est pas le manager qu'on fout dehors. C'est Ouais, toi qu'on fout dehors. Et il y a aussi ce côté-là qui est hyper vicieux, en fait, dans le système. Mais on va rester centré, on est très émotionnel sur ces sujets. Dis donc, ce soir, ah bah oui, bah ça y oui, bah va, oui. ça y va. On a Mais des c'est choses sûr, sur le cœur hein. à délivrer. Mmh. Donc Julien, pour se recentrer, tout ce qu'on dit là, ça explique pourquoi les meilleures idées de ton équipe, toi qui es leader, Mhm, viennent toujours des réunions où tu es de bonne humeur et mhm, jamais de celles où bah, tu es stressé ou de mauvaise humeur, d'accord? Même mhm. si bah, au final, l'ordre du jour est le même. Ouais, c'est ça. C'est pas une coïncidence, en fait. C'est ça qu'on est Ouais, vraiment en train de te c'est ça. dire, c'est que quand toi, t'es stressé, ton équipe, bah, active son mode survie. Et quand t'as ton boss qui est stressé, bah, toi aussi, t'actives ton mode survie. Et en fait, en mode survie, le cerveau, il peut pas innover. Sa priorité, c'est de se protéger. Mais quand t'es dans un état positif, tu leur donnes la permission neurologique d'explorer. C'est pour ça, en fait, que ton humeur, ou que l'humeur d'un leader ou d'une leader est plus déterminante pour la qualité des idées que l'agenda de la réunion. Ouais, exact. C'est dingue, hein. Parce que, en gros, ce que ça voudrait dire, c'est que si moi, par exemple, en tant que leader, bah, je veux, en fait, qu'il y ait une meilleure stratégie, bah, du coup, je dois d'abord gérer mon propre état émotionnel avant Ouais, même de rentrer dans la salle. En fait, je dois cleaner moi-même mon état, mon énergie émotionnelle, absolument. avant, justement, de commencer à faire quelque chose. Ouais, absolument, parce que ton état émotionnel est ton outil de leadership le plus Mm. puissant. Et ça, c'est valable aussi en coaching. Si tu arrives avec, en tirant la tronche, t'accueilles ton client et que tu veux l'accompagner efficacement, si ton état émotionnel est pas bon, de toute façon, ton travail ne sera pas correctement fait. Donc, Ouais, avant de penser à la stratégie, à l'agenda, au KPI, demande-toi, en fait, dans quel état est-ce que j'arrive dans cette pièce, dans quel état je suis en train de m'occuper de ce sujet, parce que cet état va déterminer la capacité cognitive de toute ton équipe pour les 60 prochaines minutes si tu passes 1 heure avec ton équipe. ouais, Donc, là, on a lancé tout à l'heure une question. Parce que c'est important aussi d'y revenir pour y répondre, que je pense que toi qui nous écoutes, tu dois attendre. Comment l'humeur d'un leader se propage-t-elle biologiquement dans une organisation entière? Bah, en fait, tu as la réponse. Alors ouais. Samir, si tu peux nous faire un petit récap rapide, parce qu'on a donné beaucoup de choses depuis tout à l'heure. Petit récap. Ouais, effectivement, on va faire un petit récap. Donc en fait, comme on a dit tout à l'heure, tes neurones miroirs bah, sont constamment observés par ton équipe. 2, ton état émotionnel, que ce soit du stress, de la joie, de l'anxiété, de la confiance, bah, elle se transmet via des signaux non verbaux que Mhm. tu contrôles même pas consciemment. Ouais. Et 3, bah, leur cerveau va simuler ton état émotionnel et ça va créer du coup une contagion qui se propage comme une onde dans toute l'organisation. Et la clé la plus importante, du coup, dans tout ça, Julien, Bah, c'est que ton système nerveux est en communication constante
avec celui de ton équipe, avec celui des personnes qui t'entourent via les neurones miroirs. C'est ça qui est super important. Tu peux Mmh. pas cacher ton stress. Ton corps va te trahir, ta posture, ton ton de voix, tes micro-expressions, ta gestuelle, ton regard. Et en fait, dans tout ça, il y a quand même une bonne nouvelle, c'est que tu peux apprendre à réguler ton état avant d'entrer dans une pièce, avant de connecter avec d'autres personnes. Et c'est pas de la manipulation, c'est de la responsabilité émotionnelle. C'est de Mmh. devenir responsable de ce que tu ressens et de comprendre que, toi, ce que tu ressens, oui, c'est ton expérience, mais en fait, ça n'impacte pas que toi. Ça contamine les personnes qui sont autour de toi. Ouais. Donc, du coup, maintenant que on comprend le mécanisme biologique de la contagion, il y a une question qui devient quand même assez importante, assez urgente, c'est pourquoi est-ce que, l'industrie du leadership continue de promouvoir le sacrifice et l'épuisement, alors que toutes les données prouvent que Mhm. c'est contre-productif? Mais qu'est-ce qu'on nous cache, Samir? Qu'est-ce qu'on nous cache? Qu'est-ce qu'on nous cache? La vérité est ailleurs. Dis-nous tout, Julien. Ok, j'espère que t'es bien Grand gourou installé. skibi, Ouh là 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 grand gourou bignol. là. Donc, voici ce que l'industrie du leadership ne nous dit pas. Ils savent que le modèle du sacrifice, il est toxique. C'est pas nouveau. D'accord, les données sont disponibles depuis 15 ans. Donc c'est pas comme si ça c'était sorti hier, là. Mais en fait, ils continuent de vendre des programmes sur la résilience, la gestion du stress, l'optimisation de la performance, tout sauf s'attaquer à la racine du problème. Ouais. Et du coup, pourquoi, Julien, selon toi? Eh ben, toujours la même réponse, parce que c'est plus rentable de vendre des solutions aux symptômes que de remettre en Mmh. question le système. Parce que le truc, c'est que si tu admets que le modèle sacrifie-toi pour réussir est dysfonctionnel, tu remets en question toute une industrie de consultants qui te vendent des pansements pour une hémorragie. Et même Mmh. les politiques en place qui participent à ça. Parce que on se rappelle bien, pour ceux qui sont de France, il paraît qu'il faut travailler plus pour gagner plus. Mais non, Julien, c'est pas ça le truc. C'est mieux de te vendre un programme de gestion du stress à 5 000 $ que de dire, finalement, bah écoute, le problème, c'est peut-être que tu dors juste 4 heures par nuit. Ouais, ouais, exactement. Et culturellement, on glorifie encore le leader qui dort 4 heures par nuit, qui saute des repas, qui n'a pas vu ses enfants depuis une semaine, et on appelle ça du dévouement, de l'engagement. Mais les Ouais. neurosciences, tu sais comment ils l'appellent? Du dysfonctionnement cognitif. En fait, un leader épuisé prend moins de bonnes décisions, inspire moins et crée une culture du burn-out par contagion Ouais. émotionnelle. Ouais. Et justement, on avait des données cachées je pense qu'elle doit être cachée dans une de tes manches. Alors attends, Est-ce je que tu regarde veux parce la que du coup donner? mes manches sont très courtes, hein, vu que j'ai qu'un t-shirt. Mais oui, les données, en fait, c'est simple. Et ces données-là, personne ne veut les partager parce que c'est trop dérangeant. Ouais. Selon une étude d'Harvard Business Review, 72% des leaders disent qu'ils ont sacrifié leur santé mentale pour leur carrière. Et 68% d'entre eux admettent que ça a nui à leur efficacité. D'accord? On parle pas de 10-15% là. On parle de 72 et 68%. Donc on se sacrifie pour devenir moins efficace. C'est complètement absurde. Ah oui, et puis en fait, quand tu pousses le truc, c'est que le mythe le plus dangereux du leadership moderne, c'est ça. C'est tu travailles dur maintenant, tu te sacrifies maintenant, parce que quand tu auras réussi, tu pourras être heureux. C'est Ouais. la promesse qu'on te fait depuis le début de ta carrière. Ça fait des décennies qu'on nous rabâche les oreilles de faut travailler dur maintenant, parce que si tu réussis maintenant, après tu seras tranquille, après tu vas pouvoir te poser. Ah bah oui, c'est sûr, Mmh. quand j'aurai plus de batterie, quand j'aurai plus d'énergie, quand j'aurai Ouais. plus de stabilité émotionnelle, quand j'aurai plus de couple, quand j'aurai plus de famille, quand je me serai engueulé avec mes enfants, quand j'aurai plus qu'un mobil-home dans le fond d'un jardin avec mon Yorkshire sur les genoux, c'est sûr que je vais Ouais. profiter de ma vie. C'est sûr Ouais. et certain. C'est le mythe du succès d'abord et du bonheur ensuite, et ça me rappelle justement un professeur Mhm, dans une grande école, je crois que c'était HEC, quelque chose comme ça, je sais plus, c'est un quelqu'un qui travaillait avec moi justement, qui m'avait parlé de ce professeur qui l'avait marqué, mhm, et c'était un prof qui bossait beaucoup, qui, tu sais, toute sa vie vraiment, il a bossé comme un dingue et tout ça, et le moment où, bah, il arrivait à la retraite, mhm, parce il était fier en fait de ce qu'il avait construit, mais il s'est dit: «Maintenant je vais pouvoir me reposer. Maintenant je vais pouvoir me concentrer sur moi en fait, vraiment mhm, sur ma propre personne plutôt que ma carrière, et plutôt que de cumuler des richesses et d'avoir en fait, tu sais, un bah, tout ce que j'ai besoin en fait d'un point de vue matériel». Et le truc, c'est que dès qu'il a pris sa retraite, il est décédé. Et c'est ça en ouais, fait le truc parfois, c'est que on est là, on nous met la pression, on nous dit: «Bah, écoute, faut que tu te sacrifies, tu te sacrifies, tu te sacrifies», mhm, et tu te mets de côté, tu penses pas à toi,
Mmh. Mais le truc, c'est que la vie, ben voilà, en fait, on sait quand on est, mais on sait pas quand Mmh. on part. Bah, c'est ça, on sait pas quand ça s'arrête Mmh. et c'est ça, en fait, le problème, c'est que la science nous démontre la causalité inverse. En fait, quand tu inverses l'équation, tu crées un cycle de burn-out où le succès te rend de plus en plus malheureux, ce qui Ouais, diminue ta performance, ce qui te pousse à travailler encore plus dur pour compenser. Alors qu'en fait, ce serait l'inverse qui devrait se produire. ouais, ouais. En gros, normalement, c'est le bonheur d'abord et la performance ensuite. Et du coup, le succès, c'est une conséquence. Et c'est vrai que c'est quelque chose, je pense, qu'on partage beaucoup à nos étudiants, Julien, ça. Et peut-être justement, on va donner un exemple. Je pense à une personne, tu Mmh. sais, qui a de grandes ambitions. Et la personne se dit, bah écoute, je vais aller dans une entreprise et quand j'aurai atteint un certain niveau de leadership, tu sais, je serai un Mmh N mh. plus 2, un N plus 3. À ce moment-là, je prendrai des vacances. À ce Mmh. moment-là, je vais commencer à faire du sport. Je vais commencer à m'occuper d'autres choses. Je vais prendre soin de moi au final. D'accord? Et après, bah, une fois qu'il va atteindre ce niveau-là, qu'est-ce qu'il Mmh. va se dire? Il va se dire, mais en fait, je dois justifier la place que je viens de prendre. Mmh. Je dois justifier que maintenant, en fait, j'ai sauté des échelons. Bah, du coup, en fait, ces vacances, je vais pas les prendre maintenant. Je vais les prendre une fois que j'aurai justifié ma place ou peut-être même que je serai passé encore à un niveau supérieur. Mmh. Et puis après, tu vas atteindre cet objectif-là, tu vas vouloir encore rentrer dans ce processus de justification ou dans ce processus d'encore plus parce qu'en fait, malheureusement, on ne se satisfait jamais de ce qu'on a. Et Mmh. malheureusement, bah, ça peut continuer très longtemps et finalement tu prends pas de vacances, tu, ne Ouais. t'occupes pas de toi, tu fais pas de sport, tu prends pas de soin de ta santé, jusqu'au jour où en fait ton corps il te dit: «Merde». Ouais, complètement et Mmh. d'ailleurs là-dessus, est-ce que tu aurais des infos, Samir, justement, qui prouvent ça? Est-ce qu'on a des recherches disponibles qui nous prouvent justement ce que tu nous amènes là? Ouais, je peux parler par exemple de Shawn Ashore, qui est chercheur à Harvard et il a analysé plus de 200 études sur le bonheur et la performance et il a découvert que les personnes heureuses sont 31 plus productifs, ont OK. 37 plus de ventes Mmh. et sont 3 fois plus créatives que leurs pairs malheureux. Le bonheur, c'est pas une récompense de la performance, c'est le carburant. OK. Mmh. C'est quand même dingue les stats qui ressortent et si on parle des leaders spécifiquement, qu'est-ce qu'il y a de disponible là-dessus? Bah, en fait, on a une méta-analyse de 2019 qui porte sur 15 000 leaders et qui montre que le bonheur du leader est le prédicteur numéro un de l'engagement de l'équipe. C'est plus puissant que les compétences techniques, c'est plus puissant que l'expérience, c'est plus Mmh. puissant que la vision stratégique. Parce qu'en fait, l'état émotionnel du leader, bah, elle se propage. Ouais, carrément Mm. et en fait, quand tu penses à tout ça, bah, ça ne peut avoir qu'un impact économique aussi. Ça dit quoi au niveau économique, tout ça? Ouais, bah, en fait, les entreprises dont les leaders rapportent des niveaux élevés de bien-être, ils ont 22% de rentabilité en plus, 21% de productivité en plus et 65% de turnover en moins. Le bonheur, c'est pas un coût, c'est un investissement à ROI massif. Ouais, carrément. Donc la question, encore une fois, c'est pas est-ce que je peux me permettre d'être heureux, mais la vraie Non, question, Julien, c'est quoi? bah, c'est est-ce que je peux me permettre de ne pas être heureux, justement? Ouais. Parce que chaque jour où tu passes malheureux, tu handicapes ta capacité à diriger, à inspirer et à créer de la valeur. Ouais, exactement. Alors du coup, Julien, avant qu'on passe, aux solutions, Mmh. on a promis de parler de ces 2 émotions, donc la solitude et la colère que C'est ressentent vrai. les nouveaux PDG. Ouais. On a évoqué ça tout à l'heure et en fait, il y a une étude fascinante d'ailleurs sur le sujet, où on a Mmh. interrogé des centaines de nouveaux PDG dans leurs 6 premiers mois de fonction et on leur a demandé quelles sont les 2 émotions qu'ils ressentent le plus intensément. Ouais et du coup, c'était la solitude, intense et la colère fréquente. Exactement, il y avait pas de Ouais. fierté, pas d'accomplissement, pas d'excitation, il y avait de la solitude et de la colère. Et ça, en fait, ça devrait nous alarmer parce que ces 2 émotions sont les plus contagieuses et les plus toxiques pour une organisation. Ouais et du coup, pourquoi ces 2 émotions spécifiquement, Julien? Bah, ça, on va y revenir un peu plus profondément dans quelques minutes, mais Mmh. d'abord, faut comprendre pourquoi le modèle actuel produit, en fait, systématiquement ces émotions. Parce que sinon, on peut pas agir dessus et on peut pas changer la donne. Du coup, maintenant, toi qui nous écoutes, bah, tu comprends le mécanisme biologique.
comment ton humeur se propage littéralement dans le cerveau de ton équipe via les neurones miroirs. Pas que ton équipe, ça peut être tes proches aussi, d'accord? Parce que quand Mmh. tu es maman, papa, une femme, un homme, peu importe, dans une famille, tu es un Mmh. leader dans ta propre famille, d'accord? Quand tu es un membre d'une famille, tu fais partie en fait de l'écosystème. Donc automatiquement, ça s'adresse aussi à toi. Donc du coup, je vais expliquer pourquoi cette information elle est si dangereuse pour l'industrie du leadership traditionnel. Depuis tout à l'heure, Eh on ben, dit qu'on va répondre à vas-y ça. Samir, allez vas-y go! Allez, let's Envoie le go. scud, vas-y! On en parle tout de suite. Donc en fait, pourquoi? Bah parce que si tu acceptes que la contagion émotionnelle, elle est réelle, tu vas devoir accepter que sacrifier ton bonheur, bah c'est pas héroïque. C'est irresponsable. Tu te sacrifies pas pour le bien de l'équipe, tu contamines ton équipe avec ton épuisement et ça, bah l'industrie ne veut pas que tu le saches. Ouais, alors laisse-moi te montrer exactement ce qu'on te cache et pourquoi ce mensonge est si rentable pour eux. Je vais être direct là-dessus avec toi. Si tu es un leader et que tu te sens épuisé en ce moment, si tu te reconnais dans ce modèle du sacrifice, t'es pas faible, d'accord? Tu n'es pas un mauvais leader ou une mauvaise leaduse, t'as juste cru à un mensonge qu'on t'a vendu depuis le début de ta carrière. En fait, on t'a dit que le sacrifice, c'était quelque chose de noble. Ouais. Que travailler 80 heures par semaine montrait ton engagement, que négliger ta santé pouvait, en fait, prouver ton dévouement, mais les données montrent que c'est exactement l'inverse. Négliger ton bonheur, c'est négliger ta mission. Parce que ton état émotionnel est ton outil de leadership le plus Ouais. puissant. Alors du coup, maintenant, Julien, peut-être la vraie question, ça devient comment tu sors de ce piège? Comment tu construis un leadership basé sur le bonheur plutôt que le sacrifice? Et ben, c'est exactement ce qu'on va voir à partir de maintenant. Et je te promets, toi qui nous écoutes, que ça va tout changer. Donc concrètement, comment on fait pour sortir de ce piège Samir? Explique-nous. Je crois que tu as 4 piliers à nous partager là-dessus. Ouais, j'ai 4 piliers à partager et c'est les 4 piliers d'Arthur Brooks. Alors Arthur Brooks, c'est un scientifique social américain qui est professeur à la Harvard Kennedy School et à la Harvard Business School. Donc il est spécialisé dans la recherche sur le bonheur, le bien-être et le leadership. Ses travaux ont porté notamment sur la science du bonheur et comment elle s'applique au leadership et à la vie professionnelle. Il est auteur de plusieurs livres sur ces sujets-là et intervient régulièrement sur la façon dont les leaders peuvent cultiver le bien-être de manière pratique et scientifiquement fondée. Donc, on parle des 4 piliers, Julien. Le premier pilier, c'est la foi. D'accord? La foi, où on peut voir ça comme une philosophie de vie. D'accord? On parle pas forcément de quelque chose qui est religieux, mais avoir un pourquoi profond quand on parle de foi, d'accord? Un pourquoi plus grand que ton petit objectif personnel. On le dit souvent, Julien, Mhm, quand les gens sont dans une entreprise, que l'entreprise a un mhm, pourquoi profond, elle a un sens, elle a une raison d'être, une raison d'exister, bah, si tu connais cette raison d'exister, tu as envie de t'investir pleinement, tu vois? Je te donne un exemple, Julien. Quand j'ai travaillé autrefois dans cette entreprise-là, elle vendait des produits de signalétique et de signalétique et de sécurité. Le mhm, truc, c'est que j'étais dans une entreprise et la seule chose pour laquelle je travaillais, c'était pour des actionnaires. Mais mhm. tu vois, quand j'ai appris d'autres choses plus tard, notamment avec l'holacratie et tout ça, je me suis posé la question et je me suis dit, mais si je connaissais le pourquoi profond de mon entreprise, est-ce que je me serais investi plus? Bah, peut-être que oui. Parce que Mhm. cette entreprise de signalétique et de sécurité, bah, si demain, dans des grosses réunions, ils expliquent le pourquoi on est là, c'est quoi notre mission, notre intérêt en société, bah, bien sûr que j'ai envie d'y aller à fond. Je sais que mon travail permet à certains employés d'autres domaines comme par exemple le BTP ou je sais pas à Air Liquide, etc. Bah, de se mettre en sécurité, d'avoir des casques de sécurité, d'avoir des chaussures de sécurité, d'avoir des signalétiques qui peuvent les protéger. Mais Mhm. tu vois le truc? Bah, en fait, moi, Ouais, je suis complètement. d'utilité publique et au travers de mon travail, je peux sauver des vies. Donc vraiment, ça, c'est important de garder ça à l'esprit. La Mhm. foi, c'est le premier pilier et c'est toujours important. Et si toi, aujourd'hui, qui est dans ton travail, tu ne trouves plus de sens à ton métier, si tu essayes de lui en donner, bah, tu vas voir que ça va changer la donne. D'accord? Le deuxième, ça va être la famille. Les gens Mhm. qui t'aiment pour ce que tu es, pas pour ce que tu produis. Et quand je parle de famille, c'est pas la famille directe, c'est pas la famille biologique, c'est aussi tes collègues, c'est aussi les Mhm. personnes avec qui tu travailles, c'est aussi les équipes avec qui tu travailles. Il y en a parmi eux qui t'aiment pour ce que tu es et pas pour ce que Mhm. tu produis.
et qui demain, même si tu es performant ou tu l'es pas, ils t'aiment pour ce que tu es, ils sont là pour te soutenir. Et ben ça, Mmh. c'est important d'avoir un cadre familial en quelque sorte ou un cadre sain autour de Mmh. soi Ouais. dans là où on travaille. Ensuite, il y a l'amitié et la communauté. Pareil. Et quand je te parle d'amitié et de communauté, je te parle pas de tes contacts LinkedIn, d'accord? Je te parle Mmh. vraiment de vrais amis qui te disent aussi quand tu déconnes. Quand tu déconnes, ils te disent, écoute, tu fais de la merde. Faut arrêter. Faut pas des béni oui oui qui sont là à te dire, ben oui, tout le temps, t'inquiète pas, tu fais tout de bien, etc. Non. Quand tu Mmh. déconnes, c'est bien aussi qu'il y a quelqu'un qui te le dise et c'est ça des vrais amis. D'accord? Tout à Et fait. puis le quatrième pilier, Julien, c'est l'attitude saine envers le travail. Faut voir le travail plutôt comme une expression de tes valeurs, pas comme une preuve de ta valeur. Ouais. D'accord? Ouais, super Ouais, important celui-là, ouais, vraiment. carrément. On l'oublie trop et merci, pour ce partage-là, Samir, parce que tu sais, tu te souviens, tout à l'heure, on a parlé du mythe du sacrifice héroïque et Mmh, le truc, pourquoi encore une fois ça persiste? Bah, parce que c'est rentable, tout simplement. ouais, L'industrie te vend formation sur la résilience au lieu de remettre en question le système qui t'épuise. On l'a dit. Et le truc, c'est que il y a une stat là-dessus qu'on avait notée. Peut-être, Samir, si tu veux la partager. Cette ouais, stat, justement, qui change tout par rapport à ça. ouais, je peux la partager. En fait, les leaders qui priorisent, leur bien-être génèrent 60 plus d'engagement, dans leur équipe et 25 plus de satisfaction client. Ouais. Donc, tu dis que prendre soin de soi, c'est pas égoïste. Parce que je suis Ah, pas du certain tout. que ça va venir dans l'esprit de plusieurs de nos auditeurs, ça, tu vois. Prendre soin Ouais. de soi, penser à soi. Du coup, c'est pas égoïste, c'est ça? Bah non, c'est pas du tout égoïste, bien au contraire. C'est littéralement la chose la moins égoïste que tu puisses faire parce que, bah, en fait, ton état, il se propage. Si tu t'occupes pas de toi, bah, les gens qui Ouais. sont autour de toi, ils peuvent pas évoluer, ils peuvent pas avancer. Tu es dans un système qui est malade et toi, tu es malade et Mmh. tu prends pas le temps de te soigner. Comment tu veux Mmh. aider les autres à aller mieux? C'est pas possible. Non, bah, super, merci, Samir, pour cette Mmh. précision-là parce que, voilà, c'est hyper important. Donc toi qui nous écoutes, tu te souviens qu'on a parlé de la solitude et de la colère des nouveaux PDG. Laisse-moi te raconter pourquoi ça résonne autant avec mon client dont je t'ai parlé un peu plus tôt. Tu sais, celui qui a dévissé pendant 18 mois, là. Un jour, en fait, il m'a avoué qu'il se sentait hyper seul, même en étant entouré de 200 employés. Parce qu'il portait un masque. Il jouait le rôle d'un leader fort, alors qu'intérieurement, bah, il était juste perdu. Et sa colère, en fait, dans tout ça, bah, c'était avant tout de la frustration dirigée contre lui-même qui sortait de travers sur son équipe. En Mmh. fait, la solitude et la colère ne sont pas des bugs de personnalité. Ce sont des signaux d'alarme que ton environnement de leadership n'est tout simplement pas soutenable. Et c'est là, en fait, que le leadership, authentique, bah, devient radical. Quand tu arrêtes de jouer un rôle et que tu montres ta vulnérabilité, bah, tu donnes la permission à ton équipe de faire pareil. Et tu sais quoi? La confiance, elle explose à ce moment-là. Parce que les gens, bah, ils te suivent pas comme ou ils t'idéalisent pas comme un héros infaillible, mais plutôt ils suivent des humains qui sont courageux. Mhm. Exprimer son émotion, c'est courageux. Ouais. Mm. Et en fait, dans tout ça, la chose, je pense, la plus puissante que tu peux comprendre maintenant avec ce qu'on t'a partagé aujourd'hui, c'est que t'es pas un mauvais ou une mauvaise leader, leaduse, parce que t'es épuisé. T'as juste Mm. essayé de suivre un modèle qui est dysfonctionnel que l'industrie t'a vendu. T'as cru que le sacrifice était noble, mais les données montrent que négliger ton bonheur, c'est négliger ta mission. Parce que ton état émotionnel, il se propage dans toute ton organisation via des neurones miroirs. Ton bonheur n'est pas un luxe, c'est un outil de leadership et c'est le plus puissant qui existe. Ouais. Toi qui nous écoutes, si ce qu'on vient de partager avec toi résonne en toi, je t'invite vraiment à partager cet épisode avec un leader qui en a besoin. Ça peut vraiment changer sa vie. Et si cet épisode t'a aidé, bah laisse un commentaire, dis-moi ou dis-nous lequel des 4 piliers tu vas prioriser cette semaine. Ça va nous aider énormément à comprendre ce qui résonne avec toi. Alors pour répondre maintenant à la question comment cultiver le bonheur concrètement, bah t'as les 4 piliers que Samir t'a partagé. Et le plus important, c'est que le bonheur, c'est pas une destination à atteindre un jour, c'est une direction que tu choisis chaque jour de prendre. Du coup, Julien, on va enfin répondre à la grande question du début, Il d'accord? était temps! Ah oui, il était temps. Pourquoi les leaders les plus dévoués finissent épuisés? Bah parce qu'en fait, ils ont sacrifié les 4 piliers. Parce qu'ils ont cru au mythe du sacrifice héroïque, parce que personne ne leur a dit que le bonheur était le prédicteur numéro 1 de leur efficacité. Maintenant que tu sais que le bonheur n'est pas ce qui arrive avec le succès, c'est ce qui crée le succès.
en tant que leader. Ton bonheur n'est pas égoïste. C'est ta responsabilité envers ton équipe. Exactement. Petit récap de 3 clés principales pour toi. La contagion émotionnelle via les neurones miroirs. Le bonheur prédit la performance et pas l'inverse. Les 4 piliers comme boussole quotidienne. Julien, avant de finir ce podcast, de partir même, dormir juste après ce podcast-là, on va poser quelques questions de réflexion à nos auditeurs. Donc toi qui nous écoutes, lequel des 4 piliers as-tu le plus négligé ces derniers mois? Et quelle est la plus petite action que tu peux faire cette semaine pour le renforcer? Exactement. Donc on attend une réponse de ta part, un partage, pour qu'on puisse voir justement sur quoi tu veux mettre ton attention, et ça va aussi inspirer les autres. Alors la semaine prochaine, on va plonger plus en profondeur sur la notion de psychologie positive et ce qu'elle est vraiment. On a eu un déclencheur cette semaine, justement, avec Samir sur les gens n'ont pas encore compris ce qu'est réellement la psychologie positive, et Ouais. tu vas découvrir que la plupart des gourous du développement personnel que tu suis religieusement sur les réseaux te racontent littéralement n'importe quoi. Et De vraiment, la tu merde. veux pas Voilà. manquer ça. Exactement. Du coup, c'était la systémique du bonheur. Merci de nous avoir écoutés. Je vais t'inviter à croire au maximum en ton potentiel et de ne pas oublier d'être extraordinaire chaque jour. N'oublie pas non plus à quel point t'es magique et que t'as le pouvoir de réaliser absolument tout ce que tu souhaites. Et on te dit à la prochaine. À la prochaine. C'est hyper utile quand t'as un lion qui s'apprête à te bouffer le cul ou un vendeur de rue qui te poursuit pour... Je recommence. Ah, mais oui, les Dounets... 1, 2, 3. Mais Lidouni parle de la solitude intense et de la... La folaire. de la colère. On parle ici de la solitude intense et de la colère. Pardon. T'as juste une phrase à dire, Julien, ça va aller. Ok.